Aujourd'hui, voyager en train est une formalité. Merci. Mais loin des records de vitesse, il existe une autre façon de s'évader sur les rails de France. À bord de vénérables machines à vapeur chargées d'histoire ou de trains régionaux plus contemporains, partons à la découverte de ces lignes exceptionnelles qui ont écrit la légende du chemin de fer de nos régions. Suspendu sur un viaduc titanesque, Là, on est plus de 50 mètres au-dessus. Oh, c'est exceptionnel. au pied de surprenants reliefs, C'est un peu comme un journal que l'on torturerait finalement dans tous les sens. partons ensemble sur le rail. Je regarde par la fenêtre, il y a toujours quelque chose à voir. Depuis la mer Méditerranée jusqu'au Mont Blanc, C'est exceptionnel. nous embarquerons avec des mordus de train à travers les Alpes sur 3 voies de chemin de fer mythiques. Et nous descendrons aux plus captivantes escales. On peut quand même être émerveillé par un site grandiose, avec une grande vallée qui s'offre à nous. À travers ça, on sent déjà une petite fourmi. Nous y rencontrerons de vrais passionnés. J'oublie de manger, j'oublie de boire, j'oublie tout. C'est un sacerdoce. Ils nous raconteront leurs histoires. Il nous a plu, c'est pour ça qu'on l'a racheté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il me rappelle le château de Moulinsart. Au rythme d'un train d'époque et de rames express, partons sur les rails à la découverte d'une France inédite et pleine de surprises. Notre voyage commence à Nice, sur les bords de la Méditerranée. Célèbre pour sa promenade des Anglais et sa place Masséna, la ville s'enorgueillit d'une autre star locale, le train d'Épingle. À la petite gare des chemins de fer de Provence, Jean-Loup, un enfant de cette ligne mythique, nous a donné rendez-vous. Nous montons avec lui dans cette bruyante et brinque-ballante machine à remonter le temps. Un emblème de la mémoire collective provençale qui longe le Var depuis plus d'un siècle. On l'appelle le train d'Épingle. C'est une appellation affectueuse, sentimentale. On l'appelle ainsi, a-t-on dit, parce que le train autrefois, à l'époque de la vapeur, circulait tellement lentement sur certaines rampes qu'on avait le temps de descendre, de remplir des sacs de pommes de pin, les pignes, pour allumer son feu chez soi. Et il faut voir qu'il y a un attachement sentimental des populations à cette ligne. C'est une petite légende, cette relique ferroviaire. Il faut dire que le voyage jusqu'à Anote, notre terminus, va nous immerger dans les splendeurs de l'arrière-pays niçois. Surplombée de villages typiques et d'une citadelle Vauban, la ligne parcourt sur 80 km paysages sauvages et gorges impressionnantes. Imaginée en 1861, la construction de cette ligne ne fut pas un long fleuve tranquille. Il fallut d'abord lutter contre les méandres et les marécages insalubres du Var. Lorsqu'on a établi la route et la voie ferrée en endiguant le Var, premièrement, on a libéré évidemment des terrains extrêmement importants pour les livrer à l'agriculture. Et deuxièmement, on a créé un phénomène assez amusant qui est celui des villages perchés, comme le village de Carrosse que l'on aperçoit sur sa colline ici. Et certains de ces villages ont effectivement gardé un très grand caractère. Donc on a l'impression que ce sont un peu presque des nids d'aigles qui se trouvent là.
Autour du train, des dizaines de villages perchés à observer. Notre autorail fait justement escale au pied de l'un d'entre eux, à Saint-Martin. Une gare que Christian connaît très bien. Il vient se promener ici plusieurs fois par semaine, sur les rives du Var, pour s'adonner à une surprenante collecte. Cette terre, en fait, elle vient de la montagne. Ça, c'est très bon, ça. C'est de l'anthracite, ça, c'est superbe. Et avec ça, je peux faire des pigments. Christian est l'un des derniers peintres français à ne travailler qu'avec des pigments naturels. Grâce à une recette très ancienne que l'on a presque oubliée aujourd'hui, il sait comment transformer la terre qu'il récolte en encre indélébile d'une qualité inégalable. Il transforme d'abord sa terre en boue, qu'il laisse sécher, Voilà. avant de la broyer. Elle est prête pour pouvoir la travailler. Le procédé nécessite d'attendre plusieurs semaines avant la dernière étape. Donc là, je vais verser le sulfate de fer dans le jus avec la gomme arabique. Voilà, c'est l'encre ferrogallique. Elle est aussi bonne que l'encre de Chine. Et les gens du Moyen-Âge, les enlumineurs notamment, les écrivains aussi, eh bien, utilisaient cette encre-là. Si Christian maîtrise aussi bien ce vénérable procédé, c'est parce qu'il est lui-même l'un des derniers enlumineurs de France. Je rentre dans ma bulle et il peut se passer des heures et j'oublie de manger, j'oublie de boire, j'oublie tout. C'est un sacerdoce. Lorsqu'il se lance, notre artiste se sert de ses deux mains et travaille en apnée. Il cherche à avoir le geste le plus adroit possible. Le trait est fin et extrêmement précis. Cette enluminure, par exemple, nécessitera entre 300 et 400 heures de travail. Les fables de La Fontaine. En mélangeant une extrême patience et des méthodes ancestrales, Christian obtient un résultat remarquable. Ça ne peut plus s'enlever, c'est terminé. Ça résistera autant dans 300, 400 ans, elle sera toujours identique à ça. Elle ne bougera pas. Pour ça que j'ai pas peur de faire ça, je sais que ça ne bougera pas. Comme les œuvres de Christian, il en est un autre qui résiste à l'épreuve du temps. C'est notre train d'Épingle. Depuis plus d'un siècle, il traverse les milieux naturels les plus fascinants. Immédiatement à la sortie de Plan du Var, nous franchissons la Vésubie ici et nous entrons dans la gorge, tout au moins le système de gorge que l'on appelle la Mescla. À une trentaine de kilomètres seulement de la Riviera, bienvenue dans un tout autre univers. Un paysage torturé que seule cette ligne permet de caresser des yeux. Là, nous avons un très beau panorama sur ces empilements de couches sédimentaires calcaires, entaillés donc par le Var, entaillés par le cours d'eau aux époques évidemment anciennes de formation de la chaîne des Alpes. C'est un peu comme un journal que l'on torturerait finalement dans tous les sens. À l'origine de cette ligne, pour mieux s'adapter aux reliefs escarpés de la Mescla, les ingénieurs ont choisi un écartement des rails d'1 mètre seulement, au lieu du standard d'1,40 m. Moins coûteuse, cette voie métrique permet surtout de mieux épouser les courbes serrées de la montagne. Depuis toujours, les hommes ont dû s'adapter à la topographie difficile de la région, comme en témoigne ce bourg situé au kilomètre 48, qui rappelle étrangement l'architecture des villages tibétains.
Thouet-sur-Var est un village très attachant, très joli, très pittoresque. Il a d'ailleurs servi d'emblème publicitaire pour les chemins de fer de Provence dans les années 20. Les maisons à Thouet sont composées de 2 étages d'habitation et un étage superposé qui est largement ouvert vers le sud, sans fenêtres, sans boiserie, sans rien du tout. C'est un séchoir dans lequel on entreposait les récoltes de manière à ce qu'elles viennent mûrir à l'air, au soleil, à la chaleur et à l'abri bien évidemment de la pluie. C'est une particularité assez pittoresque de ce village. Depuis le village de Thouet, nous ne sommes qu'à une vingtaine de minutes de route des somptueuses gorges du Sian, le petit Colorado niçois. C'est le domaine de Stéphanie, une naturaliste pour qui l'histoire géologique de la région n'a plus de secret. Ici, on découvre un magnifique panorama. On a des roches différentes qui ne datent pas de la même ère géologique. Ici, ce sont des roches calcaires. Alors qu'ici, ce sont des roches de l'ère primaire qui se sont déposées dans une lagune. Formée il y a environ 200 millions d'années, cette roche rouge très friable s'appelle la pélite. Les sédiments à l'époque étaient des sédiments très riches en fer. Ils étaient issus de l'érosion d'une chaîne de montagnes très ancienne. À l'époque, c'était un climat tropical humide et c'est pour ça que le fer s'est oxydé, donnant la couleur rouge à la roche. Et dans ce canyon où ruisselle le Sian, le moindre interstice peut recéler de vrais petits trésors de l'évolution, comme cette espèce endémique protégée. Alors cet escargot, c'est la marbrée des pélites. C'est un escargot qui s'est adapté au fil des milliers d'années pour être justement dans les petites fissures comme ça des falaises et des pélites. Et vous voyez là également la couleur de la pélite, la couleur lit de vin. C'est un petit escargot qui nous incite à prendre le temps. Comme l'escargot des gorges du Sian, lui aussi nous incite à prendre le temps. Notre petit train bleu et blanc progresse lentement au cœur des magnifiques paysages sculptés par le Var. À 60 km/h de moyenne, le train des Pignes aborde le dernier quart de notre itinéraire au bout d'1 heure et demie. À une vingtaine de kilomètres de notre terminus, la ligne enjambe une dernière fois le fleuve Var pour rejoindre une ville frontière. Nous venons de franchir le Var sur le pont de la Trinité et nous sommes entrés dans le département des Alpes de Haute-Provence, dans le quartier qui s'appelle le Plan de Puget, quartier qui a été complètement transformé en zone agricole, comme on le voit ici à gauche. Au moment où ces terrains ont été livrés à l'agriculture, ils ont été en grande partie convertis en vergers. Aujourd'hui bienfaiteur des cultures, le Var était jadis un rempart naturel contre les tentatives d'invasion. En témoigne la cité d'Entrevaux, notre prochain arrêt en gare, nichée dans une boucle du fleuve. Philippe est un historien spécialiste de ce bijou de fortification. Alors nous sommes à l'entrée de la cité d'Entrevaux et ce qui est très marquant justement c'est ces 2 tours rondes et un système en fait de pont-levis pour pouvoir fermer l'accès à la cité. Au XVIIe siècle, la France est en guerre contre une bonne partie de l'Europe. Située aux confins du pays et complètement isolée, Entrevaux est en danger. Louis XIV demande alors à Vauban de le renforcer. Alors là, nous cheminons sur la rampe qui mène à la citadelle avec un dispositif donc fortifié, on voit des meurtrières pour pouvoir se défendre. Et puis on va continuer à cheminer. Devant moi, un des forts qui stoppe la progression des ennemis. Et puis là, plus loin, des traverses qui permettent d'éviter les tirs en enfilade de l'artillerie. L'ascension jusqu'au sommet de la citadelle, au bout des 150 mètres de dénivelé, permet de comprendre tout le génie militaire de Vauban.
Ce qu'il y a d'unique à Entrevaux, finalement, c'est les tours bastillonnées. Ces sortes de donjons indépendants qui ont été imaginés par Vauban. Donc ça, on en a 2 à Entrevaux, c'est le seul modèle qu'on a encore en France. Ensuite, on a un dispositif qui est bien particulier puisque la cathédrale d'Entrevaux rentre dans le système fortifié de la ville. Et donc on voit tout à la fois le clocher crénelé et puis au devant, on voit un cornichon, c'est-à-dire un ouvrage à cornes qui la protège. Finalement, Entrevaux, c'est vraiment le verrou de la Provence, voire de la France du Sud, tout simplement. Et donc, Entrevaux a d'ailleurs résisté à un siège entre le 6 juin 1704 et le 10 juin 1704. Riche et tumultueux, le passé d'Entrevaux en fait une étape incontournable de l'histoire de France. Sa gare est aussi la dernière avant notre terminus. Et le tronçon qui sépare Entrevaux d'Anote est le plus remarquable de la ligne. Deux ouvrages aux formes étonnantes retiennent l'attention de notre Niçois. Les éléphants d'Entrevaux sont 2 viaducs qui permettent de conduire directement dans le Var les ruissellements, en fin de compte, qui viennent de la pente au-dessus. Donc on a construit ces 2 ouvrages et comme ils sont appuyés à la falaise, ils ont effectivement cette forme avec 2 jambes et puis la tête fortement appuyée contre la montagne. Juste après les fameux éléphants, le décor change. Après 70 km de mitoyenneté, le chemin de fer s'éloigne des rives du Var. Le train grimpe et se faufile à flanc de montagne pour bientôt s'envoler sur le plus bel ouvrage de la ligne. Nous avons quitté la vallée du Var pour remonter la vallée d'un autre de ses affluents, le Coulon, qui reçoit ici même un autre petit affluent qui est la Donne. C'est un viaduc qui surplombe la vallée de 42 mètres exactement. Ce chef-d'œuvre du début du XXe siècle marque la fin de cette première étape de notre voyage. Un peu plus loin, nous arrivons à Anote, le terminus du train d'Épingle. Mais notre périple ferroviaire est encore loin d'être terminé. Tandis que le train repart vers Nice, nous nous dirigeons maintenant un peu plus au nord, où nous attend l'un des plus impressionnants chemins de fer de France. C'est ici, à Gap, le chef-lieu des Hautes-Alpes, que notre prochain guide nous a donné rendez-vous. Alain est lui aussi un passionné de train. C'est en sa compagnie que nous allons découvrir les charmes insoupçonnés de cette ligne régionale qui traverse les plus belles montagnes du pays. Grenoble est desservi à la gare de Val-d'Évoli, à l'Aqua-Haute, c'est Grenoble, terminus arrivé commune 9h40. Moi, je suis montagnard d'origine, donc un parcours très intéressant comme celui-là, c'est fort agréable. Et en fait, on s'en lasse pas. Moi, chaque fois que je la prends, je regarde par la fenêtre, il y a toujours quelque chose à voir. Et c'est particulièrement vrai sur une ligne comme celle-là. Depuis 1878, le trajet Gap-Grenoble franchit les plus beaux décors. À l'ouest, les contreforts du Vercors et à l'est, la plaine du Trièves. Sur une centaine de kilomètres, notre train devra faire face à un parcours du combattant où s'enchaînent d'impressionnants ouvrages d'art.
Mais avant de découvrir ce prodigieux itinéraire, un petit détour par le domaine de Charance, situé juste à côté de Gap, s'impose. Adossé à la montagne, à 1000 mètres d'altitude, le parc est un vrai paradis pour la flore locale. Botaniste éclairée, Séverine a le privilège de travailler ici. Le domaine de Charance est un lieu magique. Le charme, c'est le calme, c'est le bien-être, c'est la beauté des lieux. Ce qui me touche, c'est la diversité. Un coup, on peut être au pied du lac en regardant les canards. Un autre moment, on peut monter un petit peu plus haut sur le domaine en empruntant des sentiers pour aller se promener. Et puis tout d'un coup, dominer complètement la vallée. Siège du Conservatoire botanique et du Parc national des Écrins, le domaine est classé jardin remarquable. Le château est une ancienne résidence des évêques dont les terrasses sont entièrement dédiées à la flore locale. Nous avons ici des massettes, des plantes aquatiques. Et à côté, les chardons à boules bleues s'appellent des Echinops ritro. Le caractère unique donc, de ce jardin, c'est d'avoir une certaine diversité de plantes, que ce soit au niveau des rosiers, au niveau des plantes de montagne. On a vu de la lavande, il y a aussi de l'hysope. Il y a toutes sortes de variétés que l'on retrouve ensuite en fait, dans la nature, dans les Hautes-Alpes. Avant de sauter dans le train, ce balcon ensoleillé permet en plus d'embrasser du regard tout le bassin gapençais. Dans la vallée, notre train régional représente lui aussi une plateforme privilégiée pour admirer les charmes bruts des Alpes du Sud. Voilà, là, c'est le pic de Bure qui est là. C'est donc un massif découpé qui fait penser aux Dolomites par certains côtés. Le pic de Bure, sommet du massif du Dévoluy, laisse bientôt place à une autre merveille. Ce sont ces magnifiques coteaux teintés de mauve où travaille Fabien, le dernier lavandiculteur de la région. Chaque été, il récolte cette plante aux propriétés apaisantes, le trésor de la Provence. La lavande, donc, c'est une plante aromatique. Elle est coupée et montée par ce tapis sur le côté et stockée donc, dans la caisse qui est derrière nous. Cette lavande, la voici de plus près. Le but du jeu, c'est de faire sécher le calice. Donc on a le calice et la fleur. La graine est dans le calice. La lavande, pour protéger sa graine de la chaleur, va produire de l'huile essentielle, donc des petites gouttelettes dans le calice, et protéger donc sa graine. Pour extraire ces gouttelettes d'huile essentielle, Fabien doit distiller les fleurs. Il place une centaine de kilos de cet or mauve dans une cocotte minute géante. Il alimente ensuite un brasier puissant pour y créer de la vapeur d'eau. Là, en fait, la distillation donc, dure en général entre 40 et 45 minutes de passage de vapeur dans les fleurs. Le précieux nectar se retrouve ainsi emprisonné dans cette petite cuve, un essencier. On voit une différence de couleur. Donc la partie supérieure, c'est de l'huile essentielle. Et l'eau plus lourde qui reste au fond et qui ressort. Il faut environ 100 kg de fleurs distillées pour produire un seul litre d'essence de lavande. Elle a une belle couleur, elle est bien limpide. Quand elle sort de la distillerie, elle est encore un peu... Il faut la laisser se reposer, mais elle sent très bon. Disparue dans les années 70, cette production faisait autrefois la renommée du village de Fabien. Grâce à lui et au savoir-faire de sa famille, la région a retrouvé couleur et parfum d'antan. C'est un peu une fierté d'avoir relancé un peu cette lavande dans un pays où ça avait été abandonné. À force de labeur, on arrive à refleurir un peu nos vallées et nos coteaux. Des coteaux que notre train régional s'apprête à quitter pour s'enfoncer au cœur du célèbre massif du Vercors. On va passer sur le viaduc des Fories ou des Lucettes.
va y être. Le viaduc des Fauries est le premier ouvrage d'exception de la ligne. Avec 9 arches et 185 mètres de long, il annonce la ligne de crête qui coupe les Alpes en deux. Donc on est passé au sommet de la ligne, à 1150 mètres d'altitude. On bascule des Alpes du Sud vers les Alpes du Nord. Une bascule qui se traduit par un changement de décor. La végétation et le relief se transforment. Ici, la construction d'importants viaducs fut nécessaire pour traverser vallées, ravins et torrents. La voie longe les contreforts du massif du Vercors, finalement. Perché à 44 mètres de haut, l'équivalent de la Statue de la Liberté, l'Orban est l'un des plus majestueux de ces viaducs. Il est suivi de son petit frère, le viaduc des Ripères, et ses 145 mètres de long. Achevée il y a 140 ans, la ligne ferroviaire Gap-Grenoble est une prouesse technique. Elle offre aux voyageurs paysages montagneux, vallées profondes et points de vue grandioses. Au sud de l'Isère, le panorama sur la vallée du Trièves est à couper le souffle. Après 1h30 de trajet dans ce décor grandiose, le train rejoint une ville chargée d'histoire. Prochaine gare desservie, Monétique, Clermont. Donc voilà, ça c'est le tunnel. Et juste à la sortie, on est à la gare de Monestier. La gare de Monestier de Clermont est l'occasion d'une nouvelle petite halte pour admirer un joyau de notre patrimoine situé tout près de là. Ce joyau, c'est le château de Bardonnanche. Ancien relais de chasse du XVIe, l'édifice est largement remanié au cours des siècles suivants. Sa majestueuse façade, ses pavillons et ses hautes toitures surmontées d'épis de fêtage témoignent de son glorieux passé. Thierry en est le 6e propriétaire. Le château a toujours été un peu le centre de la vie sociale, économique, politique de la région. Mais peu à peu, Bardonnanche sombre dans l'oubli. Et lorsque Thierry tombe sous son charme il y a 20 ans, le château est au bord de la ruine. Alors, voilà, la photo telle qu'on l'a trouvée, quand on est arrivé, il nous a plu, c'est pour ça qu'on l'a racheté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il me rappelle le château de Moulinsart. Et il avait l'air encore très correct, mais dès qu'on est rentré dedans, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de défauts. Il a fallu refaire le toit, la façade, parce que l'humidité rentrait par les murs. Les huisseries étaient aussi de très mauvaise qualité, au moindre coup de vent, tout s'ouvrait, les vitres cassées. Il aura fallu plus de 6 ans de travaux pharaoniques pour sauver ce site classé à l'inventaire des monuments historiques. À l'intérieur, les visiteurs sont émerveillés par la splendeur de ces salons boisés du XVIIe siècle ou par cet escalier du XVIe dans un état de conservation exceptionnel. C'est un escalier qui est assez caractéristique. Les pierres sont des pierres locales, mais vous voyez qu'elles sont, malgré les générations qui sont passées dessus, ils sont toujours intactes. Et puis il y a surtout la rambarde, qui est une rambarde en fer forgé. À l'époque, on ne faisait pas de soudure pour assembler les fers de la rambarde, et c'est des agrafes, vous voyez, qu'on voit, dont on voit le détail. Dans les chambres d'hôtes aussi, Thierry a voulu conserver le charme originel de la demeure. La chambre du vicomte, qu'on a appelée la chambre du vicomte, parce qu'il devait y avoir sur la cheminée monumentale les armoiries du seigneur qui ont été détruites à la Révolution. Ce qui est caractéristique dans cette chambre, c'est les plafonds à la française qui donnent cette symétrie aussi auquel les gens du XVIIe étaient si attachés.
Alors, vous voyez d'ici la vue qu'on a sur les montagnes environnantes, notamment le Mont-Aiguille. On voit sous tous ces angles du Trièves, notamment quand on le parcourt avec le train. Un train que nous retrouvons maintenant pour d'autres découvertes. On voit là-haut la tranchée dans les arbres. On est passé là-haut et on a fait un grand lacet. Peu à peu, le tracé s'éloigne des paysages bucoliques pour rejoindre Grenoble. La Romanche est le dernier obstacle naturel avant l'agglomération. On arrive à Grenoble, là, sur une estacade. Avant les Jeux Olympiques de 1968, la voie ferrée était à niveau de la chaussée, avec de nombreux passages à niveau à chaque rue. Donc il a été jugé intéressant de la relever pour la mettre sur un long pont en béton, qu'on appelle une estacade, qui a permis de supprimer tous les passages à niveau qui gênaient la circulation. On arrive donc à Grenoble, terminus. Au terme de 2h30 de trajet, c'est donc ici, en gare de Grenoble, que nous quittons Allain. Mais avant de poursuivre notre épopée ferroviaire avec le légendaire train du Mont-Blanc, faisons un petit détour par l'un des plus beaux sites de la région. À 1 heure de marche de la gare de Grenoble, la fraîcheur et la tranquillité d'un incroyable monde souterrain nous attendent. Voilà 32 ans qu'Hervé se passionne pour les grottes de Sassenage, un site classé patrimoine naturel. Là, c'est superbe. Ah, c'est quand même une paroi qui est encore très active, c'est-à-dire qu'il va être en développement constant. Depuis des millénaires, l'eau et le calcaire travaillent de concert. Un duo à l'origine des stalactites et des stalagmites qui se développent ici au rythme d'1 centimètre par siècle. Quand on a une stalagmite et une stalactite qui se rencontrent, en fait, ça va former une colonne. Donc là, on en a de toutes petites. On voit bien la stalagmite qui va arriver jusqu'ici et le stalactite au-dessus qui la rejoint jusqu'ici. Donc les deux se sont associés, on appelle ça des colonnes. Après s'être engouffré dans une succession de galeries étroites, la visite se poursuit jusqu'à une cavité qui recèle le vrai trésor de ces grottes. Une roche que l'on s'attend plutôt à trouver sur les falaises de bord de mer. Donc là, on a un bel exemple de silex qui dépasse des parois. Vous imaginez, il y a très longtemps, on avait un gros glacier au-dessus de la tête. Ce glacier s'est mis à fondre. Toute cette eau est venue ronger, dissoudre la roche et laisser apparent le silex qui, lui, est de nature beaucoup plus solide. Certains animaux, comme les piquants des oursins, les spicules des éponges de mer, lorsqu'ils vont mourir, ils vont se dégrader et libérer une matière qui s'appelle la silice. Et avec un processus très compliqué, eh bien, le tout va se mettre à durcir et la silice va se transformer en silex. Et ce silex avait autrefois des utilisations surprenantes. Alors là, j'ai récupéré dans le sable au fond de la grotte une toute petite pierre. C'est un éclat de silex, mais qui a été poli par l'eau pendant des années, des siècles et des siècles. On appelle ça des pierres ophtalmiques. Et autrefois, les gens se les mettaient dans les yeux. La pierre faisait le tour de l'œil et en chassait les impuretés. Donc c'est une pierre qu'on a retrouvée jusqu'à présent que dans des lithographies, évidemment, il n'y a pas de photos à l'époque. Et c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve que dans la grotte. Une grotte immanquable dans laquelle on peut également jouer les spéléologues en famille. Des entrailles de la Terre au monde des cieux, bienvenue en Haute-Savoie, destination touristique de renommée mondiale. Au départ de Saint-Gervais, nous embarquons pour une nouvelle expérience hors norme. Bernadette, guide dans la vallée de Chamonix, est une amoureuse éperdue de sa région. C'est elle qui va nous présenter les splendeurs de ce train rouge et blanc, le Mont-Blanc Express. C'est parti.
C'est vrai, quand on est dans ce train maintenant, on regarde autour de soi. Pour le moment, on est dans le rêve du voyageur, on est dans le train, et qu'est-ce qu'on va aller voir? On est en suspense. Depuis Saint-Gervais jusqu'à Valorcine, notre terminus, ce train est l'un des plus beaux chemins de fer de montagne. Traversant la vallée de Chamonix, il offre les plus beaux points de vue sur le massif du Mont-Blanc. Mise en service en 1908, cette voie métrique, pionnière de la traction électrique en France, est un chef-d'œuvre de technicité. À la fin du 19e siècle, les constructeurs font face aux reliefs abrupts et au climat glacial. Dans ces années 1900, c'est vraiment l'aventure. Les techniciens, les ingénieurs, ils n'ont pas peur de grand-chose. Et je suis admirative pour tout ce qu'ils ont pu faire, pour la ténacité, pour la volonté de s'accrocher et de le faire. Et là, c'est super, on passe sous l'autoroute. C'est aussi un ouvrage d'art moderne, c'est extraordinaire de voir les piliers. Du haut de ses 68 mètres, ce gigantesque viaduc routier en béton armé est lui aussi une incroyable prouesse. Mais ce qui fait le charme de cette ligne incomparable, ce sont d'abord les petites gares centenaires qui la jalonnent. Là, on arrive sur la jolie petite gare de Servoz. Je trouve que toutes ces petites gares, elles sont vraiment superbes. Pour la plupart, elles ont toutes été vendues, elles se sont transformées en appartements. Si les petites gares sont aussi belles que les montagnes qui les entourent, la Haute-Savoie, ce ne sont pas seulement des paysages époustouflants. Ce sont aussi de délicieux produits du terroir. Parmi eux, le fromage de chèvre. S'il n'est pas le seul éleveur caprin de la région, Thibaut est certainement l'un des plus passionnés. Elles ont chacun leur petit caractère. Il y en a qui sont plus à chercher à faire des bêtises et puis d'autres plus câlines ou plus meneuses de troupeau, on va dire. Il y a tout juste un an, Thibaut a lancé son propre élevage, une fierté qu'il adore partager. C'est le moment un peu privilégié entre l'éleveur et l'animal, parce que c'est là où on les surveille, on voit si elles vont bien. Donc c'est un moment important de la journée qu'il ne faut pas rater. En période estivale, Thibaut récolte une quarantaine de litres de lait par jour qu'il transforme en fromage. Première étape, ajouter les ferments. Et dans 1 heure, je rajoute de la présure pour faire cailler le lait, que ça devienne un gros flan. 24 heures plus tard, voici le gros flan en question. C'est lui qui donnera ensuite de savoureux fromages qui se dégustent frais. Quand on voit que c'est bien en forme, bien moulé, que le cahier réagit comme on veut, c'est chouette. Allez, allez! En seulement 1 an, les petits fromages frais de Thibaut se sont déjà fait une réputation en Haute-Savoie. Notre jeune éleveur a réussi son pari. C'est un plaisir au quotidien de se lever pour venir s'occuper des bêtes, faire le fromage, valoriser le territoire ici. Et que ça vaut le coup de se lever le matin pour faire tout ça. Et c'est peut-être le sac à dos rempli de fromage que les voyageurs remonteront dans notre train du Mont-Blanc Express. Cap sur la vallée de Chamonix. Un trajet qui nous fera passer par le plus impressionnant ouvrage d'art de la ligne, le pont Sainte-Marie. Quand je l'ai prise pour la première fois et quand j'ai vu après le nombre de cartes postales, le nombre de photos, le nombre de posters, c'était l'ouvrage le plus photographié de l'époque. C'était un ouvrage exceptionnel. On va déboucher sur ce grand viaduc. Le pont Sainte-Marie, c'est le nom. Là, on est au-dessus. Là, on est au-dessus de la route. Oh, c'est exceptionnel. Là, on est plus de 50 mètres au-dessus. Et on va s'envoler au-dessus de la rivière. C'est génial. Au bout de cet ouvrage spectaculaire, notre légendaire Mont-Blanc Express attaque le tronçon le plus fascinant de l'itinéraire. Et on découvre à la pointe de l'aiguille du Midi, tout de suite, avec sa petite fusée en haut, qui est notre relais télévision. Oh, c'est génial, trop beau.
Pour comprendre l'enthousiasme de Bernadette, il faut prendre le temps de se rendre jusqu'au sommet de la plus célèbre aiguille de France. Depuis la vallée, un téléphérique transporte les visiteurs en 20 minutes à quelques 3800 mètres d'altitude. Là-haut, une terrasse offre une vue à 360 degrés sur toutes les Alpes françaises, suisses et italiennes. Les amoureux de sensations fortes pourront jouer à se faire peur dans cette boîte en verre. Sous leurs pieds, plus de 1000 mètres de vide, frisson garanti. Tout en bas, c'est la tête pleine de souvenirs inoubliables que nous sommes de retour sur les rails. Que d'aventure, que d'aventure. On est à côté du cours de l'Arve. Et là, on est sur le pont. Regardez comme là, l'eau déjà est beaucoup plus tumultueuse. Ça commence à fondre. Partout où on voit l'eau qui coule, ici, c'est nos glaciers qui fondent. Le soleil fait son travail. Et là, on voit le Mont Blanc. Ça y est, l'aiguille du Midi, le Mont Blanc du Tacul, le Mont Maudit et le Mont Blanc à côté. La petite bosse ronde au fond. Troisième site naturel le plus visité au monde, le Mont Blanc attire chaque année plusieurs millions de touristes. Très souvent, les clients ils nous demandent, ils disent oui, mais là, il y a eu une avalanche. Non, non, c'est pas une avalanche, c'est un glacier. Le glacier, il est comme ça toute l'année. Cette glace du glacier des Bossons vient du sommet du Mont Blanc. Notre train continue son ascension parmi les merveilles de la vallée. À une vitesse maximale de 70 km/h, le Mont Blanc Express rejoint en 45 minutes la capitale mondiale du ski et de l'alpinisme. De quoi rappeler de bons souvenirs à Bernadette. Alors quand je suis arrivée à Chamonix, je me rappelle, c'était le 1er juillet 1974. Je suis arrivée avec ce train et j'entends toujours le haut-parleur dire « Chamonix-Mont-Blanc, Chamonix-Mont-Blanc ». Tout le monde descend. Et c'est donc à notre tour de descendre en gare de Chamonix. À 2 pas de là, une autre vedette du patrimoine ferroviaire entre elle aussi en gare. Depuis 1909, le petit train du Montanvert est le seul moyen de transport qui mène à l'attraction phare de Chamonix, la mer de glace. À l'intérieur, nous rencontrons Xavier, un spécialiste des glaciers. Nous voilà partis vers une belle aventure par ce petit train électrique qui aujourd'hui nous monte en 20 minutes sur la montagne du Montanvert. On peut voir aujourd'hui, entre autres, qu'on est rempli dans la vallée de plein de petits chalets, issus de l'évolution touristique aujourd'hui. Nous voilà arrivés à 1913 mètres sur cette gare du Montanvert. Et lorsque nous sortons du train, c'est un décor féerique qui s'offre à nos yeux. La mer de glace, le plus grand glacier de France. On peut quand même être émerveillé par un site grandiose, avec une grande vallée qui s'offre à nous. À travers ça, on sent déjà une petite fourmi. Née à 3500 mètres d'altitude, au pied de l'aiguille du Midi et des contreforts du Mont Blanc du Tacul, cette gigantesque langue glisse d'une trentaine de mètres par an. Ces petits anneaux qui sont là-bas, qui forment un anneau clair, un anneau foncé. Un anneau clair va correspondre à une période hivernale et un anneau foncé va correspondre à l'avancée de la glace sur une période estivale où la poussière ou différents matériaux vont être charriés par le vent. Donc 2 anneaux vont représenter, à l'image des cernes d'un arbre, une année. Mais cette merveille est un colosse aux pieds d'argile. Sous l'effet du réchauffement climatique, la glace fond à une vitesse folle. Voici son niveau il y a 2 siècles. À l'époque, le glacier du Montanvert ressemblait à ça. Un océan de glace aux vagues vertigineuses. Un formidable terrain de jeu pour les amateurs d'aventure.
Aujourd'hui, il faut descendre un escalier de 517 marches pour rejoindre le pied du glacier. En bas, une grotte nous permet de découvrir les trésors de la glace. Cette étonnante cavité, c'est Benjamin qui l'a creusée. Alors ici, on se trouve à peu près à 10 mètres de glace qu'on a au-dessus de nous et 70 en dessous. On peut voir qu'il y a des bulles d'air qui sont emprisonnées. Si vous regardez, par là, ici, par exemple, on a de l'oxygène. C'est au tout début de la formation de la glace, donc tu as de la neige qui va tomber en altitude, et dans la neige, ça va emprisonner de l'oxygène. C'est quand ça va geler que ça va se transformer en glace, et cet oxygène est bloqué dans la glace. C'est pour ça qu'on peut voir des bulles d'air dans la glace. Chaque année, plus de 300 000 touristes visitent cette grotte créée en 1946 par le grand-père de Benjamin. Aujourd'hui, la fonte de la glace menace cet héritage familial. J'espère bien pouvoir, si les conditions nous le permettent, t'amener à travailler ici. Aujourd'hui, c'est un peu compromis. On perd à peu près 6 mètres de glace par an, entre 5 et 6 mètres. Il nous reste 70 mètres de glace, donc on sait que d'ici une quinzaine d'années maximum, toute la glace qui est là, il n'y aura plus rien dans 15 ans. Ceux qui veulent absolument découvrir ce fabuleux spectacle sont donc prévenus. Le compte à rebours est lancé. Après la visite, nous redescendons dans la vallée à bord du petit train du Mont-en-Vert pour remonter dans notre Mont-Blanc Express en gare de Chamonix. À l'intérieur, une foule de touristes venus des 4 coins du monde. On voit les sportifs, on voit les moins sportifs, on voit les gens qui vont faire du vélo, on voit les gens qui vont faire de la randonnée, je vois des bâtons de marche, je vois des sacs à dos, j'entends un peu toutes les langues. Le monsieur, je pense qu'il est suédois peut-être. Where do you come from? Sweden. I thought so. Welcome. Thank you. Là, on va tourner, on va faire un grand virage à gauche. Cette partie ici, je la trouve magnifique parce que là, on passe à côté de la chapelle protestante d'Argentière. On côtoie quelques beaux chalets. De toute façon, cette vallée de Chamonix, elle est belle de partout. Que j'aille d'un côté ou de l'autre, c'est beau de partout. Petit à petit, le paysage devient plus sauvage. Au bout d'1 heure et demie, notre train atteint les abords de la Suisse. C'est notre dernière ligne droite jusqu'à Vallorcine. On voit partout les pierres, ça veut dire que la montagne est vie. Il y a des avalanches qui font descendre les pierres, des morceaux d'arbres l'hiver. Et dans le temps, tout le monde ramassait ces pierres, on faisait des murets en pierre, on délimitait les terrains, etc. Et surtout, on nettoyait pour la fauche future. Voilà le terminus, gare internationale de Vallorcine. Is this Vallorcine? Oui, exact, yes. Everybody has to get off. Vallorcine est donc la dernière escale de notre voyage en train depuis les Alpes-Maritimes jusqu'au massif du Mont-Blanc. Mais avant de plier bagages, la vallée nous réserve une dernière découverte, celle d'un objet désuet mais caractéristique du savoir-faire savoyard. À quelques minutes à pied de la gare, l'atelier de Daniel, un orfèvre du bois spécialiste de la fabrication des moules à beurre d'autrefois. Là, je vais découper l'intérieur de mon moule. La première chose à faire. L'atelier de Daniel ressemble à un musée où sont exposées 70 reproductions de moules à beurre. Depuis sa retraite,
il en confectionne des centaines comme celui-ci. J'aime pas sortir, alors j'ai une occupation. Il y en a qui vont au bistrot. Moi, je suis dans mon atelier, je suis bien. Si la confection de moules à beurre n'est pas typiquement savoyarde, les images que sculpte Daniel le sont. Il est même le dernier à le faire dans la vallée. Parce que j'aime bien ce que nos ancêtres faisaient. Ça, des moules à beurre, il y en avait dans toutes les maisons chez nous ici. Et tous différents. Je travaille au couteau, là. On ne sent pas le temps passer. Maintenant, à part les ordinateurs, il n'y a plus rien. Moi, je ne sais peut-être pas me servir d'ordinateur, mais je sais me servir d'un couteau. Chaque moule à beurre nécessite près d'une journée de travail. Et on a cette forme. Ouais, on met le beurre dedans, puis on appuie dessus, on appuie bien, qu'ils prennent bien le dessin dessous. On tire à niveau, on l'ouvre, et on le sort. Voilà. Je dis, ben maintenant, il faut que je trouve un touriste qui me l'achète. Bien plus que des ustensiles de cuisine, les moules à beurre de Daniel sont aujourd'hui des objets de décoration, souvenirs originaux d'une belle rencontre. Ce voyage à bord des plus beaux trains des Alpes-Maritimes jusqu'au Mont-Blanc se termine. Depuis les fenêtres du petit train d'Épingle, du train régional Gap-Grenoble ou du somptueux Mont-Blanc Express, les plus beaux paysages de France vous attendent. À bord de ces légendes ferroviaires des Alpes, vous croiserez peut-être des passionnés qui se feront un plaisir de vous en raconter l'histoire.